Maintenant, revenons à l'aspect judiciaire avec nous pour nous aider à mieux comprendre la comparution de Nicolas Maduro devant le tribunal fédéral de Manhattan. Maître Olivier Piton, il est avocat en droit civil aux États-Unis. Bonjour, Maître Piton. Bonjour. Parlons du déroulement de cette comparution. Nicolas Maduro qui a plaidé non coupable. Sa femme également a plaidé non coupable. Il a dit être toujours le président du Venezuela. Des reporters sur place ont eu l'impression qu'il parlait là, avec une certaine confiance. Comment vous interprétez ce qui s'est passé en cours? On a deux narratifs qui s'affrontent. Il y a le narratif de l'administration Trump qui a été largement explicité lors de la conférence de presse de Donald Trump, qui consiste à dire qu'il ne s'agit pas d'une opération de guerre, mais d'une opération de police. Une très grosse opération de police, mais une opération de police visant à exfiltrer un narcotrafiquant. Et donc, c'était un moyen, ou c'est un moyen pour l'administration Trump d'essayer d'éviter, dans la mesure du possible, d'être accusé d'avoir violé l'article 1, alinéa 8 de la Constitution des États-Unis, qui fait que c'est uniquement le Congrès américain qui autorise l'usage de la force armée, et éventuellement également la Charte des Nations Unies, dont l'article 51 a été violé également, puisqu'il n'y avait pas de menace par le Venezuela d'une invasion ou d'une attaque militaire aux États-Unis. Donc d'un côté, on a ce narratif-là qui consiste à dire Nicolas Maduro est un bandit, est un criminel de droit commun. Et de l'autre côté, toute la tentative de Nicolas Maduro, c'est de se présenter en tant que président. Et donc, il dit « je suis un prisonnier de guerre », ce qui signifie que dans son esprit, le message qu'il veut faire passer, c'est que ça n'était pas une opération de police, c'était une opération de guerre, et c'était le président en exercice du Venezuela qui a été exfiltré. On a donc ces deux narratifs qui s'affrontent. D'un côté, est-ce un criminel de droit commun ou est-ce un président en exercice? Les deux vont s'affronter et sans coup, sans doute, dans le courant du tribunal. J'allais poser la question, est-ce que c'est le bon tribunal pour avoir cet argumentaire de la part de la défense de Nicolas Maduro? Ça fait partie des défis prévisibles de la défense qui n'a pas beaucoup d'autres possibilités de pouvoir s'exprimer. C'est d'une part de contester la légalité de la capture. Les avocats de Nicolas Maduro parlent d'enlèvement et de parler d'immunité présidentielle, d'immunité potentielle en tant qu'ancien chef d'État. Il a que cette agora-là, que ce tribunal-là, que cette comparution-là pour pouvoir s'exprimer, et évidemment, il conteste d'une certaine manière le bien fondé de son arrestation et de son extradition au demeurant. Il n'a pas été question aujourd'hui de caution, de demande de libération. Pourquoi? Alors, d'une part, parce qu'on savait pertinemment que le juge Alvin Hellerstein allait refuser une libération sous caution pour des raisons évidentes à la fois de sécurité et de risque de fuite, mais il n'empêche que cette possibilité-là que la défense peut utiliser, elle va sans doute revenir dans le cadre des comparutions intermédiaires et en particulier au mois de mars, comme moyen de faire pression et surtout comme moyen de légitimer le discours de Nicolas Maduro, qui est de dire « je suis un chef d'État et je suis un prisonnier de guerre ». En vertu des chefs d'accusation, pour lesquels d'ailleurs ils ont tous deux plaidé non coupables, Maduro et sa femme, à quelle peine ils s'exposent? Alors d'abord, il y a eu une petite différence concernant les chefs d'accusation de l'un et de l'autre. Nicolas Maduro doit supporter 4 chefs d'accusation. Pour aller vite, on a importation de cocaïne, conspiration en qualité de narcotrafiquant, de narcoterroriste, possession et possession d'armes et tentative de possession d'armes. Madame Flores, elle, la partie la plus grave, c'est-à-dire conspiration de narcoterrorisme, n'a pas été retenue. En revanche, les 3 autres chefs d'accusation ont été retenus. Donc 4 chefs d'accusation pour lui, 3 chefs d'accusation pour elle. Ce qu'il risque, on a peu d'informations à ce stade. Ce que l'on sait, pas la peine de mort, puisqu'elle n'est pas requise. Deuxième élément, le seul précédent que l'on ait proche du cas Maduro, c'est le cas du général Noriega. Le général Noriega, ancien président du Panama, extradé en 1990, lui avait connu une peine de 40 années de prison, ramenée à 30 ans. Donc on peut s'attendre en cas de condamnation à ce que Nicolas Maduro soit condamné à plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années de prison.
Vous le disiez, bon, les deux accusés vont être de retour en cours le 17 mars à 11 heures, d'ailleurs, je le précise. Est-ce qu'ils vont demeurer détenus au même endroit d'ici à cette nouvelle comparution? Normalement, oui, parce que en fait, vous avez le Southern District. C'est là qu'a lieu le procès. Et en fait, la cour, le tribunal qui est vraiment spécialisé dans le narcotrafic et dans les problématiques d'extraterritorialité. Et le fait qu'il soit détenu à la prison de Brooklyn est juste un point logistique, c'est que c'est la prison de haute sécurité la plus proche géographiquement du lieu du tribunal du Southern District. Donc le temps du procès, le temps de la recherche de preuves et d'informations concernant l'enquête qui maintenant va être tenue, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs une comparution intermédiaire au mois de mars, va faire que, évidemment, très probablement, le couple va être détenu à Brooklyn pendant encore quelques mois. Est-ce qu'ils sont, vous croyez, isolés par rapport aux autres détenus? Parce que je me faisais également la réflexion, bon, Madame Flores n'est pas dans une prison pour femmes. Je comprends là, qu'elle n'est pas en train de faire sa peine, mais quand même, comment ça peut fonctionner à l'intérieur même des murs de cette prison qui a toute une réputation, il faut dire? C'est vraiment une prison qui est spécialisée dans les cas de figure de haute personnalité à risque, et en particulier les narcotrafiquants. Pourquoi? D'ailleurs, parce que le Southern District de New York, dont je parlais à l'instant, la cour fédérale, est une cour spécialisée dans ce type d'affaires. Et donc, les Américains mettent un soin très particulier à protéger, à s'assurer que les détenus ne risquent pas ni de se suicider, ni de s'évader. Et donc, c'est une prison effectivement assez dure en termes de sécurité. Elle est connue pour ça. On a vu d'ailleurs le déploiement pour se rendre et revenir donc du tribunal. Assez incroyable de voir tout ça. Merci infiniment, Maître Merci à Piton, vous. d'avoir été avec nous. Toujours éclairant.